Vous écoutez le Libre Journal des idées politiques dirigé par Antoine Delatour, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 2 juin 2023 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal, excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Alors j'ai une question à vous poser, quel est le point commun entre les gaspillages d'argent public, le féminisme radical et la vie d'un collaborateur d'élu ? Alors écoutez, ne perdez pas votre temps, aucun rapport entre ces sujets et c'est justement ce qui fait le charme des émissions de votre radio, Radio Courtoisie. Pendant 1h15, vous allez vous cultiver sur ces sujets aussi différents les uns des autres. Ils seront traités, je l'espère, de manière originale avec 3 intervenants qui le sont tout autant. Alors à l'heure des dépenses publiques qui partent à volo, Jean-Baptiste Léon fait de la résistance. Il est le directeur de la publication de l'association Contribuables Associés. Il sera donc notre premier invité. Et puis, à l'heure de la résistance au Parlement, nous aurons la chance de recevoir Clément Armato, qui est collaborateur parlementaire et qui nous expliquera la manière dont il ponctue ses journées, la manière dont il organise la résistance au Parlement. Nous allons comprendre le métier de collaborateur parlementaire, métier qui est souvent mal connu du grand public. Et puis, troisième invité, à l'heure où la transsexualité est devenue un sujet de premier plan, Marguerite Stern fait de la résistance. Tenez-vous bien, elle a fait partie du mouvement féministe Les Femmes avant d'en être exclue pour des raisons qu'elle nous expliquera. Voilà, donc 3 invités, 3 thèmes différents et je vous propose de commencer par notre premier invité, donc Jean-Baptiste Léon. Bienvenue au micro de Radio Courtoisie. Bonjour. Alors, j'ouvre le Valeurs Actuelles du jour, le fameux hebdomadaire apprécié par bon nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie. Et j'avance dans le magazine et puis je tombe sur les pages économie. Et là, je vois que le magazine relate le fait que vous avez publié il y a quelques semaines, quelques jours, une étude sur les agences de l'État, le coffre-fort dont on a perdu la clé. Alors, l'article est assez détaillé sur votre étude. Néanmoins, je vous propose d'y revenir un petit peu. Déjà, quel est l'objectif de votre association ? Contribuables Associés est l'association de défense des contribuables, de tous les contribuables. Notre pays compte aujourd'hui près de 70 millions d'habitants, c'est 70 millions de contribuables parce qu'on a tendance à focaliser le fait d'être contribuable en payant l'impôt sur le revenu, mais quelque part du berceau jusqu'à la tombe, on est, par exemple la TVA, nous sommes tous des contribuables, nous payons tous notre éco à l'État et à la sphère publique. Ce que vous dites donc, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de payer l'impôt sur le revenu pour être contribuable en France. Bien sûr, le petit enfant qui va à la boulangerie du coin acheter ses fraises Tegada, le petit gamin, il va payer sa quote-part de TVA. Nous sommes fondamentalement tous concernés, ça qui est assez fabuleux, j'aime souvent à le dire, à Contribuables Associés, nous parlons de dépenses publiques, nous parlons d'argent public. L'argent public, les dépenses publiques sont partout. C'est-à-dire que c'est une façon d'appréhender notre société qui est extrêmement intéressante parce qu'on peut parler de culture, on peut parler d'économie, on peut parler de tous les sujets. L'argent public est partout, d'écologie, etc. Donc c'est une vision... je pense vraiment transversale de notre pays qui, ma foi, je trouve extrêmement intéressante. Alors si je comprends bien, vous êtes entre le laboratoire d'idées et le groupe de pression. Quelles sont les armes qui sont à votre disposition pour justement demander, si je comprends bien, une gestion économe de l'argent public ? Notre première force, c'est nos membres. Ce sont les membres de Contribuables Associés. Contribuables Associés compte 350 000 membres qui nous soutiennent et avec qui on combat pour faire avancer les choses et faire avancer notre combat, encore une fois, qui est celui de la défense des contribuables. Et donc, que faisons-nous ? Que voulons-nous ? Nous voulons que, c'est le fameux slogan de Contribuables Associés, trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Nous voulons une baisse
radicale, drastique des dépenses publiques pour libérer les Français du carcan fiscal qu'ils subissent depuis trop longtemps et de façon, on le sait, excessive en France. Hein. La France est la championne du monde des prélèvements obligatoires, elle est la championne du monde des dépenses publiques et ça n'a que trop duré. Alors donc Contribuables Associés, vous avez été lancé, si j'ai bien lu mes fiches, en 1990. Aujourd'hui, vous avez donc, et je pense que c'est une arme que vous utilisez relativement souvent, donc la publication d'études. Si je comprends bien, votre équipe s'est réunie pour rédiger cette étude, donc encore une fois dont on parle dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles aujourd'hui, sur les agences de l'État. Alors pourquoi avoir traité ce sujet et quels sont les enseignements principaux que vous en tirez, puisque si je comprends bien, tous les auditeurs de Radio Courtoisie sont concernés par votre travail, vous le directeur de la publication de Contribuables Associés. Les agences de l'État, ce n'est pas forcément un sujet dont on traite souvent dans les médias, mais qui est pourtant essentiel. Il faut se rendre compte qu'un tiers des fonctionnaires de l'État travaillent dans des agences. Les agences où vous êtes en contact, en tant que nous, Français moyens, on est en contact avec ces agences tous les jours. Elles gèrent les transports, elles gèrent les déchets, les normes d'habitat, la transition écologique, la météo, l'énergie. Elles sont vraiment dans notre quotidien, quoi. Donc un tiers des agents de l'État travaillent dans ces agences et pour des sommes conséquentes, quoi. C'est le budget. Alors, justement, ce qu'on a découvert, nous, dans les agences de l'État, on savait qu'il y avait un loup. On savait qu'il y avait un loup, donc on s'est dit, on va regarder comment elles fonctionnent, comment elles sont financées, qui y travaille. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que les données sont extrêmement lacunaires et parcellaires. Il y a un mystère. Il y a une flambée des coûts, mais comme vous le disiez très très bien aussi, c'était la formule d'un député. Les agences de l'État, c'est un peu un coffre-fort dont on a jeté la clé. Et donc dans cette étude, nous essayons de cerner leur mode de fonctionnement, leur nombre. Alors justement, combien sont-elles aujourd'hui à peu près? Et ça, si vous avez réussi alors on parle de 438 opérateurs de l'État. C'est un chiffre qui a tendance à diminuer, à augmenter? Il a diminué, mais tous les opérateurs de l'État ne font pas toutes les agences. Il y a d'autres structures. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est qu'il est extrêmement difficile de les dénombrer. Nous avons eu l'occasion récemment, avec notre directeur Benoît Perrin, d'animer ce qu'on appelle, nous, les rendez-vous parlementaires à l'Assemblée. Donc nous faisons ça, ça fait partie des actions de contribuables associés. Nous sommes à l'origine de propositions de loi. Et en règle générale, ce que nous faisons 4 fois par an, à chaque trimestre, c'est que nous réunissons publiquement un ensemble de députés pour traiter d'une thématique précise. Et nous avons donc, suite à la sortie de notre étude sur les agences de l'État, nous avons fait venir des députés qui Tous les députés sont invités à ces réunions? Tous les députés sont invités, bien sûr. C'est à l'Assemblée ou dans... C'est le prisme de contribuables associés, hein, c'est dans nos statuts, et nous n'avons de cesse de le répéter, nous sommes une association non subventionnée, apolitique et apartisane. Quand nous travaillons avec des élus, nous travaillons avec tous les élus. Par exemple, dans un dernier rendez-vous parlementaire, qui était présidé par un député LR, il y avait des députés de tous horizons présents, et notamment un député extrêmement intéressant, d'ailleurs le député Labaronne, qui est membre de la majorité présidentielle, et avec qui nous avons échangé dans cette réunion de travail autour des agences de l'État. Et ce que nous disent les députés, d'ailleurs ils nous ont d'abord remerciés pour cette étude, parce que ça leur a permis de cerner un petit peu mieux le problème, mais surtout ce qu'ils disent ces députés, et ce qui est quand même quelque part un scandale démocratique. On sait que les députés ont vocation à voter la loi, mais aussi à contrôler le budget, et notamment contrôler l'exécutif. Et ces députés nous disent, en termes de contrôle effectif des dépenses publiques des agences, nous sommes dans le noir complet. Parce que les députés ont à leur disposition des outils budgétaires, des rapports budgétaires, mais qui sont strictement incomplets. Donc on demande à ces députés d'évaluer les dépenses des agences de l'État, mais l'État ne leur donne pas les outils ni les données nécessaires pour contrôler ces dépenses publiques. Donc même pour les députés, ce sont des informations qu'ils ont du mal à obtenir. Bien sûr. Votre étude indique notamment qu'un des derniers rapports qui a été fait par la Cour des comptes, l'Inspection générale, date de 2012. Oui. Ça sous-entend que finalement c'est un sujet qui est rarement étudié par l'administration elle-même? Tout à fait, rarement étudié. Il y a eu la Cour des comptes aussi il y a quelques années. Oui, c'est un peu, on est un peu dans l'inconnu. Et justement, le but du jeu pour contribuables aussi, c'est de lancer un peu le débat autour de ces agences de l'État. On ouvre le sujet et on espère que des élus, notamment, vont saisir de ce sujet-là. Alors justement, que demandez-vous
à l'occasion de ce rendez-vous parlementaire? Est-ce que vous avez une demande particulière à faire? Nous avons plusieurs. Vous avez la chance d'être devant, si je comprends bien, des dizaines de décideurs, mal informés, vous l'avez très bien expliqué. Néanmoins, voilà, comment sortir de l'ornière? Comment sortir de cette situation de brouillard total? Faire le point déjà. Donc, ce que demande Contribuables Associés, c'est la création d'une commission d'enquête sur les agences de l'État pour cerner véritablement ce qui s'y passe et quel est le bien fondé de ces agences. Certaines sont absolument nécessaires, d'autres n'ont aucune utilité. Imaginez-vous qu'il y a une agence de l'État comme l'ADEME qui a un budget de 4 milliards d'euros. Comme il existe des agences, par exemple, il y a, au Mont-Saint-Michel, il y a une petite agence qui a 4 salariés. C'est le grand écart. Bon, je caricature peut-être à dessein, mais imaginez-vous que les agences, il y en a des centaines et certaines qui n'ont strictement aucune utilité. Alors, quelles sont les grandes agences de l'État, justement? Vous avez cité l'ADEME, Météo France, Pôle emploi. Pôle emploi, elles sont partout, véritablement. Partout et nombreuses. Écouteuses. Pour le contribuable. Écouteuses. D'accord. Autre sujet d'actualité, décidément, vous passez beaucoup dans la presse. On vient de parler de Valeurs Actuelles. Très récemment, en feuilletant le journal du dimanche, donc il y a 15 jours, 3 semaines, je tombe sur un décryptage de votre directeur sur un sondage que vous avez commandé à l'Institut de sondage IFOP il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en donner presque en exclusivité les conclusions que vous en avez tirées, puisque c'était un sondage sur les rapports qu'entretiennent les Français avec l'impôt et aussi avec leurs services publics? Les Français se posent deux questions, et nous aussi, et on a la réponse dans ce sondage, quoi. Où passe l'argent et que devient-il? Et ce que disent les Français, c'est qu'ils sont bien trop taxés et bien mal servis. À savoir que donc, dans ce sondage exclusif que nous avons diligenté avec Jérôme Fourquet et l'IFOP, c'est qu'il en ressort que 59% des Français sont mécontents des services publics. Donc deux tiers des Français sont mécontents du service qui leur est rendu. Et 2/3 des sondés estiment également que les impôts qu'ils payent sont par trop excessifs. Et là, donc, on voit une unanimité des Français, 60% qui estiment qu'ils payent trop d'impôts pour des services publics qui ne sont pas à la hauteur. Et on voit effectivement, ça, c'est les analyses de nombreux experts, dont Jérôme Fourquet, on voit ce délitement aujourd'hui à l'hôpital, en termes de sécurité. Et vous expliquez bien d'ailleurs dans votre sondage, enfin les Français en tout cas répondent naturellement aux questions qui ont été posées, notamment sur quels sont les services publics qui se dégradent le plus. Alors à leurs yeux, lesquels sont-ils? La sécurité d'abord, à 68%, suivi de la justice. C'est d'abord l'hôpital. C'est d'abord l'hôpital où 81% des Français ont le sentiment que les conditions de travail et de réception des patients sont dégradées, suivi de l'éducation nationale. Et derrière, on trouve la sécurité et la justice. Et en cinquième occurrence, nous avons les transports. D'où le titre de votre décryptage dans le journal du dimanche. Bien trop taxé, bien mal servi. Exactement. D'accord. Est-ce que c'est comment avoir justement obtenir ce décryptage, ou en tout cas les données de ce sondage? Est-ce qu'il y a, vous avez un journal dans lequel les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent le retrouver? Tout à fait, dans notre journal trimestriel qui s'appelle Tous contribuables, et dont les résultats de ce sondage vont paraître dans le numéro qui sort incessamment sous peu, là, que nous avons mis sous presse et envoyé à l'imprimeur tout récemment, et qui sort au mois de juin. Et quel est le titre de Tous contribuables de 59% des Français mécontents des services publics. Voilà, tout simplement, nous avons fait notre dossier sur ce fameux sondage exclusif que nous avons réalisé avec l'IFOP. Parmi les âmes de contribuables associés, vous permettez aussi à vos membres d'accéder à des conférences, soit en physique, soit en ligne, dans vos locaux, dans le 2e arrondissement de Paris, rue du 4 septembre. Vous leur permettez d'accéder à des intervenants. Alors, quelles sont les différentes conférences que vous avez organisées pour instruire et surtout mobiliser les Français sur les thématiques qui vous sont chères, à savoir les dépenses publiques, la fiscalité et naturellement les gaspillages? Alors, effectivement, ce sont des conférences qui sont des entretiens débats, parce que les membres et les personnes présentes, les amis de contribuables associés présents dans la salle peuvent poser leurs questions aux différents intervenants. Ça va du journaliste extrêmement célèbre Dimitri Pavlenko, le journaliste d'Europe 1 qui a sorti il y a quelques mois un ouvrage extrêmement intéressant sur la crise du pouvoir d'achat. Ce sont des économistes comme Jean-Marc Daniel, des entrepreneurs essayistes comme Charles Gave, Michael Perromort, qui est le chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin, qui a sorti un ouvrage extrêmement intéressant sur la crise à l'hôpital, ou Marc Touati, ou Simone Wappler, qui aussi sont des économistes. Et je crois savoir que vous avez reçu il y a quelques semaines l'économiste Charles Gave. Tout à fait, Charles Gave, oui. Est-ce que la vidéo est en ligne?
Elle est en ligne, elle est sur notre site, donc touscontribuables.org, et également sur la chaîne YouTube de Contribuables Associés. Donc voilà, vous allez sur YouTube, vous tapez Contribuables Associés, vous tapez Charles Gave et vous découvrirez cette vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Effectivement, on a l'impression de vous voir partout. Encore hier, en naviguant sur le site internet de causeur.fr, j'ai vu que votre équipe a publié une nouvelle tribune sur les arnaques de la fiscalité écologique. Est-ce que vous avez publié une étude sur le sujet déjà ? Oui, l'année dernière... une étude sur l'écologie qu'on avait intitulée Écologie, le nouvel Eldorado du fisc. Voilà, on a l'impression que c'est toujours un prétexte pour taxer encore plus les Français. Exactement. Comme si en payant des taxes, la pollution diminuait. Et tout à fait. Et les Français ne sont pas dupes. Hein. J'ai vu passer tôt ce matin, je crois, dans les Échos, un sondage qui met en avant le fait que les Français n'admettent pas, je crois, à près de 75%, qu'ils soient imposés de façon pire qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pour la transition écologique. Et, on voit qu'il y a un blocage là-dessus. On estime entre 900 et 1000 euros par foyer fiscal le montant des taxes payées pour la transition écologique. Payées par an, selon le chiffre de Bercy. Alors Jean-Baptiste Léon, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication de l'association Contribuables Associés. Dernier point, comment soutenir votre association, comment être au courant de votre actualité et quel est le prochain événement que vous allez organiser. J'ai cru comprendre que vous organisez un événement d'ici peu à l'Assemblée, un nouvel événement à l'Assemblée nationale, puisque je comprends que vous avez une forte présence à l'Assemblée nationale. Voilà. Comment nous rejoindre ? Écoutez, vous pouvez nous contacter. Rejoignez-nous parce que le combat, encore une fois, des contribuables est le combat de tous les Français. On parle souvent de la dette, mais il y a la dimension pécuniaire des choses. Bientôt 3 000 milliards de dettes, 45 000 euros. Tout enfant qui naît aujourd'hui a 40 000 euros de dette publique sur le dos. C'est la dimension pécuniaire des choses, mais il faut voir plus loin. Quelque part, c'est un combat pour notre pays. La moitié de la dette française est détenue par des étrangers résidents non français, par des résidents étrangers. Il en va de la souveraineté de notre pays. Tous ces enjeux qui peuvent paraître, encore une fois, des enjeux comptables bassement matériels, en fait, sont essentiels parce que tout l'argent que, encore une fois, nous sommes agonie d'impôts en France, tout l'argent que l'État ou la sphère publique nous prend dans la poche, c'est autant d'argent que nous n'avons pas, nous, pour notre vie courante et pour nos enfants, petits-enfants. Nous sommes en rien décisionnaires de cet argent qu'on nous prend. Donc, c'est des marges de liberté qu'on nous réduit. Donc, rejoignez-nous, chers amis de Contribuables Associés. Encore une fois, c'est un combat des contribuables, mais pour la France. Alors, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par exemple, au 01 42 21 16 24, ou à vous rendre sur notre site, touscontribuables.org. N'hésitez pas, sur notre site, à vous abonner à notre lettre d'information, nous en faisons plusieurs envois par semaine, qui vous permettra de vous tenir au courant des enjeux de la dépense publique, de l'argent public et aussi des combats de contribuables associés. Combat encore, vous l'évoquiez Antoine, qui passe par l'Assemblée nationale. Et effectivement, d'ici une dizaine de jours, nous serons à nouveau à l'Assemblée nationale pour débattre avec les députés sur une thématique extrêmement importante pour nous, qui est la simplification administrative. Il faut savoir que, on le sait, c'est des sujets qui sont beaucoup traités aujourd'hui. Nous avons été les premiers à l'évoquer, je pense, à l'égard du grand public avec Contribuables Associés, c'est la bureaucratie, la suradministration à la française. Si on fait la moyenne de tous les pays, entre guillemets, riches au monde, c'est-à-dire l'OCDE, chaque année, la France paye, à cause de sa suradministration, 80 milliards d'euros, dépense 90 milliards d'euros de plus que la moyenne des pays riches à cause de cette suradministration et cette bureaucratisation rampante. Et donc, il y a un rapport extrêmement intéressant sur lequel travaillent aujourd'hui deux députés, Robin Reda, qui est un député de la majorité, et Véronique Louwagie, qui est membre des Républicains. Et ces deux députés travaillent, c'est une mission d'information justement sur ces modalités de simplification administrative et aussi leur prisme, c'est de voir comment on peut faire aujourd'hui des économies dans la fonction publique, notamment par la suppression de doublons administratifs, etc., etc. Et c'est tout l'enjeu de notre prochaine réunion à l'Assemblée avec les députés, cette simplification administrative afin de diminuer les dépenses publiques pour que les Français payent moins d'impôts. Et tous les députés sont invités à vos événements à l'Assemblée ? Il y a 577 députés, tous les députés reçoivent une invitation. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Léon. Merci Antoine pour votre combat au sein de Contribuables Associés. Je sais que ça fait plusieurs années que vous
défendez les intérêts des contribuables français auprès de l'association qui est la plus grande association française de contribuables. Merci encore pour votre combat. Merci à vous. Au nom de tous les contribuables, de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, un grand merci. Merci. Deuxième résistant de la journée, il vient de nous rejoindre, il est à ma droite, il s'appelle Clément Armato. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue dans les micros de Radio Courtoisie que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui collaborateur parlementaire. Alors le thème de l'émission, c'est la résistance. La résistance face à l'oppression fiscale, mais aussi face à certaines théories féministes. On y reviendra en troisième partie. Mais vous organisez la résistance à l'Assemblée nationale, puisque vous travaillez auprès d'un député Les Républicains. Alors avant de nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre métier, puisque nous l'avons dit en introduction, c'est un métier qui est peu connu finalement du grand public. Et on va revenir sur votre parcours, puisque vous avez un parcours profondément engagé. À quel âge d'ailleurs avez-vous eu votre premier engagement ? J'ai commencé à m'engager à partir de l'âge de 17 ans au lycée. D'accord, sur quelle thématique ? Au lycée, et à quelle occasion ? donc c'était à l'occasion des blocages déjà à l'époque du lycée. Donc en 2010, pendant une réforme des retraites justement, c'était l'occasion déjà de bloquer le lycée contre la réforme des retraites d'Éric Woerth. Et donc j'étais lycéen à Aubagne, donc en plein bain communiste. Et c'est vrai que ça devenait insupportable le fait d'être un peu isolé, de se dire un peu de droite et de voir ce. Vous n'êtes pas de gauche ? Non, je ne suis pas de gauche et je pense pas que ça risque de changer tout de suite. Et donc d'être bloqué, de ne plus pouvoir aller en cours et comme c'était déjà l'année d'avant, c'était déjà bloqué pour la réforme du lycée, ça faisait déjà 2 blocages coup sur coup, donc c'est vrai que j'ai décidé de m'engager au sein de l'Uni-Lycée. Donc l'Uni-Lycée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Donc l'Uni-Lycée, c'est la branche lycéenne de l'Union nationale interuniversitaire, donc qui est une association qui rassemble des étudiants, des enseignants, des lycéens, mais aussi toutes les personnes qui s'intéressent aux problèmes de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Et donc cette branche lycéenne a pour vocation de défendre les idées généralement de la droite au sein des lycées, mais au-delà de ça aussi défendre une éducation nationale qui soit efficace, remettre en place des programmes efficaces, revaloriser le bac, arrêter le nivellement par le bas, arrêter de donner le bac à tout le monde. Enfin, c'est tout simplement se battre pour remettre en place une notion de mérite et une notion de réussite, une notion d'excellence au sein des lycées français et de l'éducation nationale en général. Alors du coup, à l'occasion de ces manifestations donc, de 2010, vous êtes engagé. Quand on dit engagé, c'est-à-dire que vous avez fait quoi concrètement ? Vous avez tracté, vous êtes opposé physiquement aux bloqueurs ? Comment ça s'est organisé ? Alors physiquement, à l'époque, c'était pas possible parce qu'on était quand même très peu nombreux et en face, c'était un peu plus costaud. Bon, et puis ils avaient le soutien de la ville. Enfin bon, c'était assez compliqué. Mais on a informé, on a tracté. C'est à cette occasion-là qu'on a pu recruter aussi d'autres personnes qui se sentaient elles aussi un peu isolées et qui donc étaient contentes de rejoindre un groupe. Comme quoi le courage fait tache d'huile. Tout à fait. Et puis après, j'ai continué cet engagement donc à la faculté, puisque j'ai été à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Toujours un engagement à l'Uni ? Toujours un engagement à l'université, donc au sein de l'université Aix-Marseille. Pendant combien de temps à Aix ? Pendant 5 ans. D'accord. Et puis après, je suis devenu délégué national de l'Uni, donc au niveau national en 2016. Donc là, je ne gérais plus donc la section d'Aix-Marseille, donc je gérais au niveau national l'Uni sur toute la France. Durant 4 ans jusqu'en 2020. D'accord. Et en 2020, vous avez donc rejoint le Parlement ? En 2020, je suis devenu collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Et comment s'est fait le recrutement ? C'est-à-dire quand aujourd'hui, soit le vôtre ou quelqu'un d'autre, en général, comment devenir collaborateur parlementaire ? Vous êtes un jeune, vous partagez un certain nombre de convictions. Comment faire ? Vous envoyez un CV, ce sont par des rencontres qui peuvent se faire dans le cadre de vos engagements. Quels conseils vous pourriez donner à un petit jeune qui veut devenir collaborateur parlementaire ? Exactement, il y a, on va dire, deux grandes voies pour devenir collaborateur finalement. C'est la première en envoyant une candidature spontanée, en rencontrant quelqu'un, en discutant. Après ça accroche, parfois ça n'accroche pas. Et puis la deuxième grande voie, c'est tout simplement le militantisme. Même si on a parfois l'impression que il y a beaucoup de militants, mais il y a peu d'élus finalement. Mais quand même, il y a toujours besoin de collaborateurs. Donc c'est vrai que les militants sont quand même privilégiés puisque ils vont souvent militer avec leurs élus sur le terrain, donc ils vont avoir
avoir une connaissance assez poussée du terrain, ils vont avoir aussi peut-être une connaissance assez poussée de l'élu qui vont accompagner. Et comme le travail de collaborateur est aussi basé sur une relation de confiance énormément, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un collaborateur dont on sait ses idées, dont on sait qu'il connaît le terrain, dont on sait qu'on peut lui faire confiance. Donc voilà, c'est les deux grandes voies. Candidature spontanée ou alors le militantisme, le fait d'être sur le terrain, d'accompagner son élu, ou son futur élu, puisque voilà, quand c'est une première candidature, c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Vous avez rejoint un élu qui était déjà en poste ou qui était en campagne? Alors pas du tout, j'ai rejoint donc une personne qui était donc en campagne et ça a été donc l'occasion de commencer à apprendre à faire campagne, de diriger un peu la campagne et donc d'aller jusqu'à la victoire qui a été reconduite l'an dernier. Alors, en termes de marché du travail, il y a à peu près combien de postes de collaborateurs parlementaires? On va se contenter de l'Assemblée nationale. En moyenne, un élu a combien de collaborateurs autour de lui? En moyenne, c'est 3 collaborateurs. Donc ça fait, en termes de postes, 3 fois 577. Voilà, à peu près. Donc, est-ce qu'il y a un gros turnover parmi vous? Et est-ce que vous avez des statistiques sur la durée moyenne d'un collaborateur parlementaire? En moyenne, la durée de vie en quelque sorte à l'Assemblée d'un collaborateur. C'est pas forcément une durée de vie, c'est plus comment dire, après sur le niveau professionnel, la moyenne est plutôt de 3 ans. D'accord. Voilà. Alors après, il y en a qui restent moins parce qu'il y a d'autres occasions peut-être qui se présentent, mais il y en a aussi qui restent plus. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. D'accord. Et qui donc c'est pas qu'un métier de jeune. Non, c'est pas qu'un métier de jeune. C'est un métier qui, il y a toutes les classes d'âge, mais il y a aussi toute catégorie socio-professionnelle qui peuvent se retrouver, même si majoritairement, et je parle plutôt du profil à Paris, des collaborateurs à Paris, ce sont plutôt des formations de juristes et de Sciences Po. En province, dans les circonscriptions, c'est plus des profils plutôt variés. Et c'est vrai que c'est ce qui aussi fait la richesse des collaborateurs qui sont en circonscription, c'est que voilà, ils font un autre travail. Alors justement, quand on est collaborateur d'élu, on est soit à l'Assemblée, soit en circonscription, c'est ça? Exactement. Et quand on est en circonscription, en quoi ça consiste le métier de collaborateur parlementaire? Le travail en circonscription va être plus un travail vraiment de terrain et au contact aussi bien des élus que des administrations et tout simplement des citoyens au quotidien. Ça va être organiser les déplacements de l'élu sur le terrain, les rencontres avec les élus, les autres élus et tout simplement pouvoir rencontrer les citoyens pour résoudre leurs problématiques, pour répondre à leurs attentes et les aider aussi au quotidien. Mais quand je parle, c'est vrai que quand je parle collaborateur, là je parle du coup collaborateur parlementaire, que ce soit Assemblée ou Sénat, mais aussi on oublie qu'il y a aussi des collaborateurs en collectivité territoriale, mairie, département, région, qui font exactement le même travail aussi. Alors, une question d'un auditeur de Radio Courtoisie. Je suis absolument confus, chers auditeurs. J'ai oublié de vous dire qu'il était naturellement possible de poser des questions. Il suffit simplement de composer le 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions à nos intervenants. Alors la première question, j'aimerais connaître le salaire moyen d'un collaborateur parlementaire, nous demande un auditeur. Alors ça, il n'y a pas forcément de statistiques parce que ça va... Est-ce qu'il y a des grilles déjà? Non, il n'y a pas forcément de grille parce que voilà. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Enfin, le minimum, c'est le SMIC, le minimum, mais... voilà, le SMIC. Mais il n'y a pas de. Alors, si le maximum, je crois que ça ne doit pas dépasser un certain. Je crois que ça ne doit pas être plus d'un tiers de l'enveloppe par mois. Mais après, il n'y a pas de moyenne parce que, comme chaque député est son propre employeur, il gère son équipe comme il entend. Donc, il peut embaucher à temps plein, en CDD, ou avoir en plus des stagiaires. Donc, s'ils sont là pendant 6 mois, rémunérés. Ou alors, il peut avoir des mi-temps, des tiers-temps. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres là-dessus. Et quel est le montant de l'enveloppe à peu près? L'enveloppe est de 10 900 et quelques aujourd'hui. D'accord. Voilà. Brut? Brut, oui. D'accord. Donc, il pourrait prendre un collaborateur pour ce montant-là. Ou alors, il peut en prendre 10 pour ce montant-là. Par contre, ils ne peuvent pas prendre un seul puisque ils sont limités en termes de rémunération. Je crois qu'ils ne peuvent pas aller à plus d'un tiers de l'enveloppe pour une personne. D'accord. Donc, par contre, et c'est ce qui ne se dit pas, c'est que si l'enveloppe n'est pas utilisée dans sa totalité, le député doit la reverser à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de l'argent qui se met dans la poche. Voilà, c'est bien de le préciser aussi parce que quand on parle des enveloppes de l'Assemblée, si l'argent n'est pas dépensé, il est reversé à l'Assemblée nationale. Et on sait ce qui est reversé? Est-ce qu'il y a des sommes qui sont versées ou finalement il n'y en a jamais? Ça, je sais pas, il n'y a pas forcément... Il y a un autre aspect de l'enveloppe parlementaire dont bénéficient nos députés, c'est leurs frais de mandat. Alors j'allais y venir. Voilà. Et en la matière, on sait que l'année dernière, il y a 10 millions d'euros qui ont été rétrocédés par les députés
en fait, d'enveloppes, des montants des frais de mandat qu'ils n'ont pas utilisés. Donc, Alors, effectivement, ça a changé. Hein. Contribuable associé s'est battu longtemps contre l'ancien système qui s'appelait l'IRFM, qui s'appelle l'AFM aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, oui. Et qui est beaucoup plus transparent, on va dire. Alors justement, est-ce que sur le sujet des collaborateurs volontaires ou du Parlement, est-ce que Contribuable associé a eu des victoires dans ce domaine-là? C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui ont porté leurs fruits? Vous parliez à l'instant de l'IRFM. Oui, l'IRFM. nous avons obtenu cette mutation, cette transformation de l'IRFM pour que l'enveloppe dont bénéficient les députés pour leurs frais de mandat soit transparente. C'est-à-dire qu'ils Quel doivent cas est justifier donc leur voilà, dépenses, tout simplement. et voilà, pour quasiment l'essentiel, ils ont droit en gros à 600 euros par mois qui ne sont pas entre guillemets à justifier. Mais sinon c'est le cas, il y a un déontologue à l'Assemblée qui vérifie tout ça. Et donc c'est une très bonne chose. Autre victoire de Contribuable associé, il y a quelques années, en 2018, nous avons obtenu la peau de la réserve parlementaire. En gros, qu'est-ce que c'était la réserve parlementaire? Ça coûtait extrêmement cher, hein, c'était près de 150 millions de coûts pour le contribuable. Tous les ans? Tous les ans, au Sénat comme à l'Assemblée. En fait, les députés et les sénateurs bénéficiaient d'une enveloppe conséquente de près de 150 000 euros avec laquelle ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Donc, ils pouvaient donner des subventions à des associations, aider des collectivités locales, ce qui fait que nous, à l'époque, pendant plusieurs années, à Contribuable aussi, nous décernions quelque part ce qu'on a appelé le lingot d'or du clientélisme, avec donc cette réserve parlementaire qui servait parfois à financer des projets ubuesques et qu'on a eu de cesse de dénoncer. Et encore une fois, nous en sommes heureux d'avoir eu la peau de ce système qui coûtait extrêmement cher. Clément Armato, je rappelle que vous êtes collaborateur parlementaire à l'Assemblée. Donc vous nous décriviez le travail d'un collaborateur en circonscription, donc c'est en fait représenter le député et faire le lien avec les administrés quand il n'a pas forcément le temps de le faire. Et à l'Assemblée, alors, vous êtes à Paris. Exactement. Quel est votre travail alors? Alors le travail... J'imagine que ça change peut-être d'un collaborateur parlementaire à un autre, mais ça, en gros, ça quelles peut sont changer, les 4-5 activités principales d'un collaborateur parlementaire l'éventail à Paris? va du coup de la gestion de l'agenda, aussi les courriers, les relations avec les ministères, mais aussi surtout la grosse partie qui est le travail législatif, donc tout le suivi des projets de loi et des propositions de loi, donc qui se passe dans l'hémicycle et dans les commissions, le travail sur les amendements, le travail aussi sur les suivis des commissions, donc il y a plusieurs commissions, donc chaque député est dans une commission. Donc voilà, il y a toutes les semaines des auditions qui sont menées, des rapports d'information, des auditions. Et donc c'est de faire le suivi. Parfois, comme plusieurs auditions se chevauchent, le collaborateur peut assister à la place du député à une audition parce que le député est intéressé par le sujet. Ça lui permet d'avoir un collaborateur qui prend les informations. Donc voilà, on est multitâche, on est ultra fonctionnel et c'est vrai qu'on est aussi ultra généraliste. On touche finalement à tous les sujets, des sujets dont on a à la base peut-être aucune connaissance. Mais donc ça nous oblige à être très autonome et à aller chercher l'information, à se renseigner, à faire appel donc à des experts aussi sur certains sujets pour avoir des précisions. Et puis surtout de se renseigner et de faire confiance aux gens, faire confiance à ceux qui savent et non pas partir du constat que nous, dans notre bureau, on sait des choses, on sait tout. Non, nous, on ne sait pas grand-chose. C'est les gens du terrain qui savent et c'est à eux de nous informer et de faire remonter les informations. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, que le rôle du collaborateur parlementaire est vraiment crucial dans le travail au quotidien du député. Et est-ce que... quelles sont finalement vos marges de manœuvre? Autrement dit, est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver à convaincre votre député d'une position qui n'était pas forcément la sienne initialement et sur laquelle vous avez réussi à le faire changer d'avis? Non, il faut... Après, chacun voit sa relation avec son patron aussi, finalement. Mais comme c'est quand même une relation de confiance, c'est quand même... Le député a quand même ses convictions aussi, donc c'est quand même pas... c'est pas notre rôle de faire changer les convictions des députés. Nous, c'est plutôt de l'accompagner dans son travail, de l'aider dans son travail, de faire en sorte que aussi faire un petit peu une sorte de filtre, qu'on ne se fasse pas avoir par des associations qui seraient un peu cachées, qui voudraient faire passer certaines mauvaises idées. Donc voilà, c'est surtout Est-ce que vous faites le tri du courrier, par exemple? C'est-à-dire, c'est vous qui déposez sur le bureau de votre député les courriers qui, à vos yeux, doivent être lus par ce dernier? Alors après, ça aussi, ça dépend de chacun, sa relation, comment elle est organisée. Pour moi, je lui mets tous les courriers sur le bureau. Après, elle fait un tri. Idem pour les mails, mais d'autres n'ont pas accès du tout à la boîte mail de leur député. C'est chaque député qui fait son tri. Donc c'est vrai que ça dépend, ça varie
énormément, mais le collaborateur est déjà, on va dire, une sorte de premier filtre, qui permet parfois d'éviter peut-être des demandes un peu farfelues, et du coup de se concentrer sur l'essentiel, puisqu'il y a vraiment il y a très souvent des citoyens qui ont vraiment besoin d'aide, et il ne faudrait pas que ces gens-là n'aient pas de réponse, et du coup tombent dans le côté, oui, nos élus nous répondent jamais. Et donc voilà, c'est important de faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est un peu moins peut-être. Alors justement, vous avez accès à la boîte électronique de votre député ? Oui. Alors combien de courriels, un député reçoit-il par jour à peu près ? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes plus chargées que d'autres. Quand c'est par exemple sur la réforme des retraites, pendant un week-end, on a reçu plus de 2000 spams. Spam, oui, parce que c'était les mêmes, les mêmes mails envoyés depuis des boîtes automatiques. Mais sinon, après, ça varie d'un jour à l'autre. Il y a des jours plus calmes, il y a des semaines plus calmes aussi. Là, c'est vrai que le mois de mai avec les ponts, c'était un peu plus calme la boîte mail. Donc ça va des courriers un aussi. mauvais jour, c'est-à-dire quel est le minimum de courriels que vous pouvez recevoir par jour ? Ça peut être une cinquantaine, donc c'est centaine, au moins 50 à peu près, jusqu'à à peu près 2000. À peu près, parfois, oui. Mais le minimum, c'est 50 à peu près. Est-ce que vous êtes souvent sollicité pour des rencontres avec justement vos administrés ? Est-ce que vous êtes submergé par des demandes, ou alors il y a une telle distance aujourd'hui entre vos administrés et leurs représentants que finalement les personnes qui habitent dans votre circonscription vous sollicitent peu ? Alors, ils nous sollicitent beaucoup parce qu'on est dans un territoire rural. D'accord. Et c'est vraiment, je pense, la différence entre les députés qui sont dans des zones urbaines ou périurbaines et le territoire rural où les Français restent encore énormément attachés à leurs élus, que ce soit le maire ou le député, et où ils ont besoin de le rencontrer. Déjà, très souvent, et puis de le solliciter pour des demandes, et ils se rendent compte en fait que finalement les maires n'ont plus beaucoup de pouvoir sur les administrations, et que le député reste le dernier élu qui a encore du pouvoir et de l'autorité sur les administrations pour débloquer des choses, débloquer des situations. Et donc ça, ils en sont bien conscients, et c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité sur beaucoup de dossiers administratifs qui sont bloqués depuis parfois des mois, voire des années, et où il y a besoin d'une intervention. Et bizarrement, quand un député intervient, la situation se débloque, alors que l'administration ne bronchait pas jusque-là. D'accord. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est le ressenti des citoyens, des services publics inefficaces, qui se dégradent, surtout dans nos territoires ruraux où tous les services sont fermés les uns après les autres, et ils se sentent de plus en plus isolés. Est-ce que vous connaissez des collaborateurs parlementaires qui ne partagent pas les convictions de leur patron ? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Et alors, ça leur pose pas de difficulté ? Comment ils font alors ? Parce que du coup, ils ont un rôle très administratif. Ils sont. On imagine que ça fait partie des métiers passion. Je pense qu'ils ont un rôle très administratif. Après, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ils fonctionnent. Je me pose moi aussi la question. Je n'ai jamais vraiment discuté avec eux, mais c'est vrai que c'est quand même un métier qui demande de la passion, mais surtout une certaine symbiose avec son député. De partager les idées, puisque c'est quand même une relation de confiance très très forte et très importante. Voilà, on passe beaucoup de temps avec nos députés, avec nos élus. Donc c'est vrai que si on ne partage pas ces idées, après, je pense que certains arrivent à faire avec. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Donc, on a bien compris compte tenu de votre profil. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je me permets de vous rappeler que vous écoutez le libre journal des idées politiques, aujourd'hui animé par Antoine Delatour. Nous avons la chance de recevoir Jean-Baptiste Léon, qui est le directeur de la publication de l'association Contribuables Associés, et Clément Armato, qui est collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors, on parle d'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une différence entre le travail au Sénat et le travail à l'Assemblée nationale ? Autrement dit, est-ce que demain, vous pouvez devenir collaborateur parlementaire au Sénat, ou alors le métier est radicalement différent ? Non, le métier est globalement le même. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, en partant de l'Assemblée, passent au Sénat. C'est un cas assez récurrent. Le rythme est peut-être moins soutenu ? Le rythme est peut-être un peu plus calme. Oui, c'est possible. C'est vrai qu'à l'Assemblée, étant sous le feu... les transferts se font rarement dans le sens, peut-être. Si, ça arrive. Il doit y avoir, mais beaucoup moins. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que l'Assemblée nationale soit sous le feu des projecteurs constamment nécessite aussi beaucoup plus de travail. Oui. Est-ce qu'il y a des réseaux qui se montent de collaborateurs parlementaires, ou alors vous êtes assez isolés les uns des autres compte tenu de la charge de travail qui est la vôtre ? Alors non, il y a des associations de collaborateurs, donc généralement chaque groupe politique a son association. D'accord. Qui permet
d'organiser des événements, des rencontres, des apéros, des débats, voilà. Et c'est principalement par groupe. Il y a pas. C'est principalement par groupe. Est-ce qu'il y a des syndicats, tout simplement, collaborateurs parlementaires? Alors, il y a aussi des syndicats de collaborateurs parlementaires. Donc la transgroupe par définition. Ils sont quasiment tous représentés. Il y a un petit peu de tout. Il y a la CGT, je crois, il y a Solidaire, il y a la CFTC. Donc voilà, oui, qui sont donc censés défendre donc les collaborateurs et la profession de collaborateur qui ces dernières années qui a beaucoup évolué et qui est depuis quelques années beaucoup plus encadrée aussi. Est-ce que justement, quand on est collaborateur parlementaire, on peut, on va dire, perdre son travail du jour au lendemain? Ou alors vous avez certaines protections? C'est quelque chose qui arrive un peu moins qu'avant. Puisque voilà, maintenant il y a des barrières, des garde-fous qui ont été mis en place pour éviter ça. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, si on n'est plus en accord avec son député ou si la situation n'est plus tenable aussi, puisque ça arrive que parfois les relations ça ne fonctionne pas. Effectivement, c'est comme en fait finalement c'est comme dans une entreprise. Il y a les possibilités d'un renvoi, d'une rupture conventionnelle, voilà. Et alors vous qui avez travaillé à l'Assemblée nationale déjà sous l'ancienne mandature, est-ce que comment se traduit l'évolution du rapport de force, puisqu'on a vu que les Républicains ont perdu des députés, le Rassemblement national en a naturellement beaucoup gagné, la majorité présidentielle s'est aussi affaiblie. Voilà, quel est aujourd'hui les différents rapports de force que vous pouvez observer? Alors finalement, qu'est-ce qui a changé en fait par rapport à l'ancienne mandature? Ce qui change plutôt, c'est l'ambiance. Au sein de l'hémicycle, voilà, ce brouhaha, ce bordel permanent, c'est ça surtout qui a changé. Parce qu'après, au niveau des services de l'Assemblée, tout reste comme avant. Donc qu'est-ce qui a changé dans l'atmosphère? Donc c'est surtout l'arrivée, j'imagine, des députés LFI qui ont mis qui bordélisent quand même un peu la chose et qui obligent finalement l'Assemblée à adopter un comportement peut-être un peu plus rigoureux. D'accord. Voilà, restreindre. Donc c'est plus chaud comme atmosphère. On sent plus une ambiance pesante quand même, selon les périodes. Là, sur les retraites, l'ambiance dans les couloirs était un peu plus pesante. Voilà, c'est surtout ça qui change. Après, sur le reste, sur le fonctionnement de l'Assemblée, chacun fait son travail. L'Assemblée, les services de l'Assemblée respectent tout le monde à équité. Voilà, ça là-dessus, il n'y a pas de changement. Mais c'est plus au niveau peut-être des élus, des collaborateurs où l'ambiance change. Et justement, est-ce qu'il y a une espèce de de fraternel des collaborateurs? Autrement dit, est-ce que lorsque vous croisez un collaborateur de la NUPES par exemple, il y a une certaine chaleur entre vous, ou alors les collaborateurs traduisent un peu les tensions justement qu'on peut observer au niveau de ça dépend vraiment des personnes. Il y a des collaborateurs qui sont cons, il y en a d'autres qui sont très bien. Voilà, après finalement c'est les relations humaines, mais c'est vrai qu'il y a certains collaborateurs qui n'ont aucun souci à discuter avec tout le monde. Voilà, après ouais. Très bien. Dernière question, Clément Armato. Je rappelle que vous êtes collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour un jeune qui souhaite s'engager, est-ce que vous lui recommandez justement votre métier? Mais c'est surtout, quels sont les garde-fous que vous pouvez lui mettre en place pour éviter que justement la personne qui épouse votre travail ne soit mangé par le grand méchant loup? Autrement dit, comment faire pour garder ses convictions tout en étant collaborateur parlementaire? Je pense que le principal, c'est vraiment garder la tête froide et ne pas se laisser emporter par, on va dire, le brouhaha de la politique. C'est-à-dire que quand on va être élu ou collaborateur, on est très rapidement mis dans la tempête médiatique des réseaux sociaux, où on s'enferme là-dedans. On peut aussi s'enfermer dans l'Assemblée nationale, dans un petit monde coupé un peu de la France. Faut le dire ce qui est, si on s'enferme que de là-dedans. Donc, et vraiment, et très rapidement, on peut perdre pied parce que on ne parle qu'à d'autres collaborateurs, qu'à son élu. Et très rapidement, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout garder les pieds sur le terrain, garder la tête froide et ne pas se laisser emporter par ce brouhaha permanent. Et voilà, garder qu'une chose en tête, ses convictions, aider son élu au maximum. Et tout ça, surtout pour le bien des Français et le bien de nos concitoyens. Voilà, pour faire en sorte de faire avancer les choses.
Merci beaucoup Clément Armato. Dernière question, qu'est-ce que vous faites le 14 juin de 14h à 15h15 ? Mais je crois que je suis invité à un rendez-vous parlementaire du contribuable. Voilà. Oui. C'est une bonne chose. Merci d'être présent, monsieur. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre présence aujourd'hui. Et puis avant d'accueillir notre dernier invité, je vous propose une petite pause musicale. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.